Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Je suis ravi de vous retrouver pour cette grande édition. Et au menu de ce journal, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, estime que la francophonie doit rester une organisation décomplexée, tournée vers la jeunesse. Plus de 1600 agents de police ont clos ce samedi une formation de base à l'école de formation de police de Gishari, c'est à l'est du Rwanda. Septième étape du Tour du Rwanda ce samedi avec la victoire de l'Italien Manuele Tarozzi. Merci de rester fidèle à la télévision rwandaise, le journal présenté par Jean Damascène Manishimwe. Je vous le disais en titre, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, se félicite des réformes entreprises au sein de l'organisation depuis sa prise de fonction en 2019. Il estime également que la francophonie doit être une organisation décomplexée, tournée vers l'avenir avec une attention particulière aux jeunes. Vous prenez donc la direction en 2019 de l'Organisation internationale de la francophonie avec pour objectif de moderniser l'OIF et d'apurer sa gestion. Avec le recul, vous y êtes parvenu ? Oui et non. J'y suis parvenue dans le sens où, aussi bien sur le plan des programmes de l'organisation, quand je suis arrivée en 2019, étaient de bons programmes et éparpillés un peu partout, des petits projets pilotes dans différents domaines de l'OIF. Un petit peu sur l'éducation, un petit peu sur la culture, un petit peu sur le numérique, un petit peu, beaucoup sur la politique. Et donc, j'ai pu resserrer et organiser les programmes de l'OIF pour un impact. Je viens d'une culture professionnelle où on travaille pour un résultat, on cherche un impact. Et donc ça, c'est désormais chose faite. Donc j'ai pu très rapidement organiser quelques grands projets de l'OIF, des projets phares aussi bien dans l'autonomisation économique des femmes que dans la francophonie économique qui est une vraie mine d'or qu'on n'a pas encore vraiment exploitée, en créant des liens économiques et commerciaux entre les pays francophones, surtout entre l'Afrique francophone et l'Asie du Sud-Est, le Québec et l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et ça, c'était vraiment, pour moi, ça redéfinit l'OIF comme une organisation qui n'est pas juste là, mais qui veut avoir un impact sur les citoyens. Bien évidemment, la visibilité de l'organisation, c'est très important. Une organisation internationale aujourd'hui doit avoir de l'influence. Et donc, je me suis impliquée aux côtés de nos partenaires, notamment pendant toute la période de Covid, avec l'OMS, avec l'Union africaine, avec l'Union européenne. Et donc, la visibilité de l'organisation, c'est très important. Et puis, bien évidemment, sur la gestion interne et la création d'une, je ne dirais pas d'une structure, mais d'un sentiment institutionnel. Je voulais revenir à votre philosophie de la francophonie, puisque d'emblée, vous rejetez tout combat des langues. La francophonie n'est pas l'hégémonie de la langue française, dites-vous. Vous n'êtes pas pour une francophonie de combat qui soutiendrait finalement l'usage exclusif du français. Ben, écoutez, c'est la réalité du monde et du monde linguistique aujourd'hui et que nous évoluons dans un monde multilingue. Il n'y a pas que l'anglais qui est désormais la lingua franca du monde, mais la francophonie de 1970 est très différente de la francophonie aujourd'hui. Tout d'abord, et c'est extrêmement important de mon point de vue, nous sommes une organisation qui a été créée pour une collaboration mondiale entre des peuples qui partagent donc cette belle langue. Et la francophonie est une organisation, contrairement au Commonwealth,
Moi, j'appartiens un petit peu aux deux mondes. Mais contrairement au Commonwealth, la francophonie est une organisation qui a été créée par des hommes du Sud, par des chefs d'État qui avaient une belle vision, 3 Africains et un Cambodgien, et ils se sont dit de cette mauvaise expérience de la colonisation, qu'est-ce qu'on peut en sortir? Et ils ont décidé de se saisir de la langue française, de l'adopter et aujourd'hui de l'adapter à la réalité de nos peuples. Et donc, pour moi, la francophonie aujourd'hui évolue et doit évoluer harmonieusement dans un monde où d'autres langues existent également. Puisque d'ailleurs, au-delà de la France, nous avons aujourd'hui 88 États et gouvernements. Nous sommes la 2e organisation en termes de membres après les Nations Unies. Nous sommes une organisation vraiment mondiale. Il n'y a que la France qui a une seule langue, le français. Tous les autres membres, enfin, peut-être le québécois aussi qui est le français, mais le reste du monde francophone, nous venons de pays, d'histoires et de géographies assez différentes et surtout de langues qui sont de plus en plus revendiquées aussi, surtout par la jeunesse. Alors, nous sommes une organisation aussi, à mon avis, et les chefs d'État au dernier sommet à Djerba m'ont donné raison, nous sommes une organisation qui doit se tourner vers les jeunes. Parce que, d'abord, les pays francophones sont des pays où la jeunesse domine. Nous avons, je dirais, au moins la moitié de nos États membres sont des pays où nous avons jusqu'à 70% de moins de 30 ans. Et donc, nous devons servir, nos citoyens sont des jeunes en priorité. Mais aussi, je pense que pour notre organisation, ça nous inscrit dans le présent. Oui, de la francophonie à la sécurité, 1612 sous-officiers de la police nationale du Rwanda, dont 419 filles ont clôturé la 18e édition de la formation de leur base, leur permettant d'adhérer à la police nationale du Rwanda, comme nous le dit dans la suite Kassim Youssouf. Parmi ces nouveaux sous-officiers de la police nationale, 40 seront affectés au service correctionnel du Rwanda. 24 ne sont pas allés jusqu'au bout de la formation pour des raisons de santé ou suite à un comportement non conforme aux valeurs de la police du Rwanda. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gasana Alfred, a participé aux cérémonies de clôture de cette formation. Il a indiqué que la police nationale a de grandes responsabilités et qu'elle est en bonne posture pour les mettre en application, ajoutant que tout cela est mentionné dans différents rapports qui placent le Rwanda en tête du classement des pays jouissant de la sécurité et la sérénité. Le ministre Gasana a en outre indiqué que la sécurité dont jouit le Rwanda parvient à d'autres pays par le biais de sa coopération avec l'Organisation des Nations Unies. Le ministre Alfred Gasana a exhorté les policiers qui ont clôturé la formation de base à toujours renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent s'acquitter professionnellement de la tâche qui leur est confiée. À l'Union africaine maintenant, nous allons revenir un peu sur le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est terminé à Addis Abeba. Et pour en parler, nous sommes avec M. Damien Zoun. Vous êtes béninois. Bienvenue, Damien. Merci d'être. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et je rappelle que vous êtes initiateur de Think Tank, c'est ça? Oui. Peut-être, pour commencer, Think Tank, c'est quoi? Un Think Tank, c'est un laboratoire d'idées. C'est en réalité une institution qui
aide des pays et des peuples à penser leur avenir, à s'organiser vers ce qu'il faut pour arriver vers les objectifs qu'ils veulent atteindre, et aussi à éviter ce qu'il faut éviter pour ne pas arriver à des fins qui n'aimeraient pas arriver. Normalement, les think tanks sont créés par des personnalités à la retraite. Et chez nous, en Afrique, nous avons décidé, quelqu'un comme moi, j'ai compris qu'il y a une nécessité d'avoir ces think tanks qui nous ont été volés par les Occidentaux, et nous devons le restituer, le restaurer. Donc depuis près de 8 ans, je me suis lancé dans ce combat, et aujourd'hui nous sommes à l'île Maurice, nous sommes au Ghana, nous sommes au Rwanda, nous sommes aussi dans d'autres pays comme le Japon, qui comprennent que cette initiative on peut retourner ce qui a été volé à l'Afrique, et dans ce sens, les jeunes peuvent se former à la base et comprendre les idéaux, les réalités, au lieu d'être seulement exposés à des bruits des réseaux sociaux aujourd'hui, de la désinformation et tout ce qui se passe. Donc, il faut quand même des gardiens pour le temple, et c'est pourquoi le think tank s'avère nécessaire, et moi je pense que tout ce que cela nécessiterait comme sacrifice pour le faire, il le faut, peu importe l'âge, peu importe les circonstances. Donc c'est cela que nous sommes engagés à promouvoir dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Et voilà, ça cadre bien avec ce que nous allons évoquer sur l'autonomisation de l'Afrique, l'avenir du continent africain. Alors Damien, en revenant sur ce dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ce sommet a réaffirmé la tolérance zéro pour les changements du pouvoir par la force. Et de ce fait, le sommet a maintenu la suspension de certains pays, du Mali, du Burkina et de la Guinée. Damien, vous qui connaissez un peu cette région, est-ce qu'on peut dire que cette décision de l'Union africaine va aider les pays à s'organiser et à rétablir encore une fois l'état de droit? D'abord, il faut dire que nous soyons au XXIe siècle et que les gens entendent de loin qu'en Afrique, l'on peut prendre des armes et aller prendre le pouvoir. C'est quand même honteux quelque part. Et ça, c'est condamnable, et on peut normalement condamner les coups d'État à notre époque qui continuent de faire leur chemin. Mais malheureusement, le fait de condamner seulement ne règle pas la source du problème. Et je pense que si vous voyez aujourd'hui ces coups d'État qui se sont passés, notamment au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, c'est des coups d'État qui ont été applaudis et soutenus par ces peuples. Et donc, si cette démocratie veut dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, pourquoi on ne peut pas voir au-delà et régler ces problèmes en amont? Si on trouve aujourd'hui que ces militaires sont efficaces dans un pays particulier, par exemple comme la Guinée, je regrette quand même quand j'écoute les populations, parce qu'on dirait qu'il y a une déconnexion entre les décisions prises au sommet et parfois ce qui se passe à la base et le sentiment de ces peuples. On a quand même connu dans cette Afrique, si vous vous rappelez, un pays comme le Ghana, où il a fallu quelqu'un comme Jerry John Rawlings qui s'était levé et a mis de l'ordre. Il est resté au pouvoir pendant, je crois, 11 ans, comme transit, comme ce qui se passe aujourd'hui, qui est condamné. Et sans ça, le Ghana ne serait pas un pays qui est loué aujourd'hui, qui est sollicité. Qui est modèle aujourd'hui. Donc, qui est modèle. Donc, il a fallu qu'il fasse ce sacrifice. Et donc, on ne peut pas copier-coller aveuglement. Il faudrait voir les contextes. Et c'est là, moi, je pense que je ne soutiens pas les coups d'État, mais il faudrait que nos États revisent leur carte et voir quelle est la source du problème, comment on peut régler le problème à la base, au lieu que ça soit un militaire ne peut pas être au pouvoir, ce n'est pas suffisant. Et alors, Damien, on voit que malheureusement, dans cette région de l'ouest de l'Afrique, au Sahel, il y a le terrorisme, la crise du terrorisme qui persiste. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine relation entre cet état de choses et le terrorisme? Oui, vous savez, quand l'insécurité a été, par exemple, la base des questions qui ont poussé un pays auquel on ne s'attendait pas, je veux bien dire le Burkina Faso, à arriver à ce coup de force. Parce que personne ne s'y attendait. Le peuple a fait une insurrection pour chasser un président au pouvoir. On a dit, ils ont rétabli la démocratie. Mais malheureusement, celui qui est là comme démocrate, c'est lui maintenant que les militaires vont chasser. Et ces militaires vont encore se chasser entre eux et ça continue. Et tant que ce problème à la base, qui est le problème d'insécurité, n'est pas réglé, le problème de pauvreté, qui parfois aussi est corollaire à ce problème d'insécurité, parce que quand les gens ont faim, les gens ne sont pas éduqués et tout, on peut les manipuler de toutes les manières. Et tout ça sont des tarots
pour cette crise qui se passe malheureusement dans la partie septentrionale de nos pays, surtout le Burkina Faso. Maintenant, presque tout le pays est en danger de terrorisme, même le Mali et certains autres pays, et même mon pays d'origine, le Bénin aujourd'hui, qui aussi est confronté malheureusement de façon étonnante quand même à cette crise qui est en cours. Donc je pense qu'il faudrait quelque part que ces crises soient réglées en réglant simplement les problèmes, parce que les forces derrière ces groupes terroristes sont tellement multiformes et multidimensionnelles et complexes qu'on ne peut pas juste régler ça par juste les coups de force. Il faut que nos pays aient des renseignements assez forts et qu'ils puissent créer des conditions pour qu'en amont, ces problèmes soient réglés, parce que quelque part, le fait que le pays soit en insécurité et que les populations ne savent pas à quoi s'y prendre, ça fait qu'ils ont la phobie quand on voit les militaires prendre le pouvoir. Ils se disent, bon, c'est eux quand même qui ont les armes, donc ils n'ont qu'à aller nous défendre. Mais est-ce que ça règle réellement les problèmes sur le terrain? Vous voyez les résultats aujourd'hui, je crois que c'est discutable. Et alors, Damien, de façon étonnante, on trouve un point commun entre ces pays, c'est le sentiment anti-français qui est un peu généralisé dans ces pays. Est-ce qu'on peut dire quelque part que la France avait quelque chose à faire avec cette situation volatile dans ces pays? On peut tout attribuer à la colonisation française? Bon, quoi qu'on dise, je pense que l'Afrique est aujourd'hui le berceau de l'humanité, même si la sagesse a déserté les lieux. Et quand vous voyez les pays qui se sont développés, je ne pense pas qu'il y a un pays qui s'est développé seulement par l'activisme ou par les bruits. Et les pays qui se sont développés comme la Chine, il y a 50 ans, la Chine était un pays pauvre. Le Japon, tous ces pays, ils ont connu aussi des moments vraiment difficiles. Beaucoup de pays arabes aujourd'hui qui sont sortis du gouffre, c'est parce qu'ils ont travaillé. Ils se sont éduqués, ils ont envoyé leurs enfants s'éduquer, ils ont créé les conditions pour pouvoir se développer. Mais malheureusement, on a l'impression que nous, on est beaucoup plus concentré sur le serpent qui nous a mordu au lieu de se soigner. Parce qu'on dit souvent chez nous que le serpent qui vous a mordu n'est pas celui qui vous a tué, mais c'est votre inhabilité à prendre soin de vous qui fait que vous êtes mort. Donc, si cela étant le cas, je pense que ce qui est important, même si la France aurait fait du tort, et ce n'est pas seulement à ces pays-là que la France a fait du tort, en dépit du colonialisme, tout le monde sait aujourd'hui, c'est prouvé même pas des Français, que la France a eu la même mise dans même le drame, le génocide contre les Tutsis ici au Rwanda, pour le nommer, et la France en avait eu la main. Mais aujourd'hui, il faut être beaucoup plus réaliste et derrière l'idéalisme. On ne peut pas être juste, l'Afrique ne peut plus être prisonnier des intellectuels tarés qui sont des activistes sur des réseaux sociaux et qui manipulent le peuple, qui va se jeter. Parce que quand le gars est plus fort que toi, il faut prendre des mesures pour pouvoir l'attaquer de façon tactique. Je ne pense pas, à mon humble avis, que la stratégie qui est en train d'être utilisée par ces pays-là serait la meilleure stratégie. Il faut revoir les choses et être dans l'idéalisme, mais en même temps, le réalisme doit prévaloir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est juste une question de anti-français ne va pas régler le problème tant qu'on ne se regarde pas et voir la solution de notre interne et régler nos propres problèmes. On peut même amener Wagner, parce que c'est ça le problème aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il faut amener un colon pour changer un autre colon, ça ne marchera pas. Oui, merci beaucoup Damien. Je rappelle que vous êtes béninois d'origine, vous êtes initiateur de Think Tank comme tu nous l'as expliqué. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être encore ici. Merci beaucoup. Oui, vous suivez toujours avec nous le journal sur la télévision rwandaise. Les jeunes enfants indiquent que les différentes étapes protégées qu'ils visitent un peu partout sur le territoire national va leur permettre de comprendre l'importance et la responsabilité qui est la leur dans la préservation de l'environnement. Suivez. Des jeunes enfants de l'école primaire, curieux de connaître la nature, qui regorge de biodiversité, ont visité l'espace protégé Umusambi Village dans la ville de Kigali. Leur impression après la visite est qu'ils ont acquis des connaissances dont ils avaient besoin. J'ai étudié la valeur des oiseaux, des plantes que les oiseaux peuvent nous donner. Le caca qu'ils font, ils peuvent faire les plantes pour
pour grandir et faire de grands arbres comme celui-là. Je dois aider les autres qui ne savent pas la valeur des arbres ou la valeur des oiseaux pour les conserver la nature, parce que la nature nous aide beaucoup. Je peux aussi les aider, je peux décourager ce qu'on appelle tuer les animaux qui ont beaucoup de la valeur. On a l'exemple les éléphants ou les rhinocéros et d'autres qui ils sont tués pour leur ivoire. Alors je peux décourager les autres qui veulent juste les tuer pour l'argent. Je vais les encourager à savoir beaucoup savoir leurs valeurs, comment elles peuvent nous aider dans notre environnement. Ces jeunes indiquent qu'ils ont compris que la préservation de l'environnement ne concerne pas seulement les adultes, mais qu'ils espèrent grandir avec cette tradition qu'on leur inculque. Le directeur de l'espace Omosambi Village, le docteur Sengimana Olivier, indique qu'ils ont un programme de prendre des jeunes enfants de différentes écoles primaires pour qu'ils visitent ces espaces protégés, non seulement pour apprendre, mais aussi pour qu'ils puissent grandir ayant à l'esprit l'importance de préserver l'environnement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est donner aux jeunes l'opportunité en leur permettant de visiter les espaces protégés pour qu'ils puissent entrer en contact avec la biodiversité et la nature en général et pour qu'ils puissent grandir avec en eux la volonté de préserver l'environnement. L'avenir appartient à ces jeunes et notre souhait est qu'ils comprennent que la préservation de la biodiversité est le rôle de tout un chacun et surtout les jeunes enfants. Lorsqu'ils apprennent cela, ça devient pour eux une tradition. Rurangwalor est professeur d'écologie dans différentes universités. Elle indique que certains éléments de la biodiversité se sont éteints et pour les rétablir, il serait judicieux que les gens puissent acquérir davantage de connaissances sur l'environnement et sa préservation, et particulièrement commencer par les enfants serait un atout pour avoir un avenir caractérisé par un environnement paisible. L'éducation se forge dès la tendre enfance. Le constat actuel est que l'environnement est très endommagé. Nous détruisons la biodiversité. Nous n'avons pas les mêmes oiseaux qu'autrefois, non plus les mêmes arbres, et peut-être qu'on les trouve dans les parcs, mais en faible quantité. Tout cela, en plus du changement climatique, de la pollution de l'eau et du sol, fait partie de l'activité humaine qui détériore l'environnement, et c'est parce que l'homme a perdu sa relation avec la nature. Ce que nous faisons maintenant, c'est rétablir cette relation entre l'homme et la nature pour qu'il puisse la connaître, pour l'aimer et que cette nature puisse lui être utile. La visite des espaces protégés va concerner les jeunes enfants de toutes les écoles primaires, tant publiques que privées, et sera gratuite. Et parlons sport à présent. Depuis environ une semaine, le Rwanda vit la fête du vélo avec le Tour du Rwanda qui est dans sa 15e édition. La 7e étape du Tour du Rwanda 2023 a pris le départ de Nyamata à l'est du pays ce matin. Les coureurs ont effectué 115 km avant d'arriver au mont Kigali. Et c'est l'Italien Tarozzi Manuele qui a remporté l'étape d'aujourd'hui. Les deux premiers du classement général sont dans le même temps. Et comme le dit le règlement de l'Union cycliste internationale, ils sont ainsi départagés par l'addition des places sur chaque étape depuis le début de l'épreuve. Rendez-vous donc demain pour la dernière étape de la compétition. Une course que vous suivrez en direct sur la télévision rwandaise. Et plus loin du continent africain, direction la Chine à présent pour découvrir les réunions appelées les deux sessions organisées chaque année. Qu'en est-il exactement de ces réunions
Élément de réponse avec Zhang Shanhui, une journaliste chinoise. Ont appelé 2 sessions ont lieu chaque année en mois de mars et ce terme se réfère en effet aux sessions plénières annuelles de l'Assemblée populaire nationale et du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Cette année, la session de la CCPPC commence le 4 mars et celle de l'APN commence le 5 mars. L'APN, avec près de 3000 députés élus à travers le pays, est l'organe suprême du pouvoir de l'État et aussi la législature suprême chinoise. Elle supervise le gouvernement et aussi le système judiciaire et détermine les principales questions relatives à l'État. L'APN nomme et contrôle également le président, le juge suprême et aussi le procureur suprême. La CCPPC est le principal organe consultatif politique de la Chine. Elle facilite également la coopération multipartite de la Chine et le mécanisme de consultation politique dirigé par le Parti communiste chinois. En tout, environ 5000 personnes députées de l'APN et aussi membres du comité national de la CCPPC assistent aux 2 sessions. Parmi eux figurent les dirigeants, les économistes, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs de renom et aussi des représentants d'autres secteurs de la société. Les députés de l'APN peuvent présenter ces motions qui sont juridiquement contraignantes une fois adoptées, tandis que les membres du comité national de la CCPPC peuvent présenter des propositions non contraignantes. Et voilà, c'est cette page internationale qui met fin à notre édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation et dans la présentation, Jean Damascène Manichimwe, je vous remercie. Passez un bon week-end en compagnie de la TV rwandaise.